Alors, bienvenue à cette session d'information qui porte sur les prêts et garanties pour la mise en œuvre d'économies numériques inclusives, ne laissant personne de côté au Niger. La session va durer 1 heure et au cours de cette session, vous aurez plus d'informations sur l'appel à application que nous avons lancé pour le Niger. Il y aura aussi la partie questions et réponses après la présentation des collègues ici présents. D'abord, je vais laisser chacun s'introduire. Nous avons avec nous Olivier, Andrea et Mamadou. Je laisse le soin à tout le monde de s'introduire. Olivier, tu commences. Oui, merci, Pis. Donc, Olivier Ara, je vais vous conduire pour cette présentation. Alors, je suis spécialiste de la finance digitale et responsable pays pour les économies numériques inclusives pour l'UNCDF Niger. Merci, Olivier. Mamadou. Oui, bonjour, entreprise Mamadou Barou, spécialiste des investissements basé au Bénin et couvrant aussi le Niger. Merci. Merci à Mamadou. Andrea, can you introduce yourself, please? Hi, my name is Andreas, and I'm part of the Inclusive Digital Economies team at UNCDF. Pleasure to be here. Thank you. Now we will give the floor to Olivier. Olivier, nous te passons donc la parole pour nous faire la présentation. Et ensuite, Mamadou interviendra. Merci. Merci à tous. Et alors, j'espère que les uns et les autres donc, arrivent à nous suivre et content en tout cas de vous avoir sur notre panel. Alors, je vais partir. Nous avons une petite présentation à dérouler pour vous donner des grandes lignes de cet appel à proposition, mais aussi vous parler un peu de l'UNCDF, donc qui est une agence des Nations Unies. Alors, notre présentation va se dérouler sur 4 grandes lignes. Une présentation de l'UNCDF, un aperçu du mandat d'investissement spécifique de l'UNCDF. Alors, quelques informations sur cette manifestation à intérêt et bien sûr la phase questions-réponses. Présentation de l'UNCDF. Alors, pour nos chers panélistes, donc l'UNCDF, c'est une agence donc, des Nations Unies avec un mandat assez spécifique. C'est une organisation hybride qui joue à la fois le rôle d'agence de développement et agence de financement. Donc, une organisation des Nations Unies qui intervient dans les 46 pays les moins avancés au monde. Dès sa genèse, donc, il lui a été attribué donc, le mandat de débloquer des capitaux. Et donc, l'UNCDF travaille directement autant avec le secteur privé que public, c'est-à-dire les gouvernements et les petites, moyennes et grandes entreprises. Donc, nous avons plusieurs instruments, l'assistance technique, les instruments d'investissement, donc, cas particulier donc, de cet appel à proposition, l'analyse de marché, les politiques et plaidoyer. Il faut dire que l'UNCDF a 3 grands domaines de pratique qui sont donc les économies numériques inclusives, les investissements et donc ce que nous appelons le Local Transformative Finance qui nous permet d'intervenir donc au niveau des communes avec nos partenaires étatiques. Alors, sur le développement donc, des systèmes de marché, qui est un grand volet et d'ailleurs qui est spécifique donc, à UNCDF, nous travaillons sur les politiques et les réglementations. Donc, à ce niveau, donc, nous collaborons donc, avec les gouvernements, nous travaillons donc avec les institutions gouvernementales, mais aussi la Banque centrale, par exemple. Donc, nous travaillons donc avec toutes ces institutions qui soutiennent donc, les services financiers et numériques donc, pour les personnes, toujours donc, les personnes laissées pour compte. Donc, l'innovation inclusive, alors, nous sommes donc une agence qui promeut donc l'innovation. À ce niveau, nous travaillons beaucoup avec les entreprises, les entrepreneurs locaux, les prestataires de services financiers, les PME, afin de promouvoir le développement donc, de marchés et de services donc, numériques inclusifs. Donc, pour les partenaires, certains de des partenaires qui nous suivent, ils savent que nous lançons très souvent des appels à candidature donc, pour sélectionner des partenaires dans ce cadre.
Alors, nous travaillons également sur la protection des consommateurs, qui est un volet très important. Donc, l'objectif, c'est de doter les clients, les proches, de capacités, de compétences donc nécessaires, surtout quand il s'agit donc de numérique, donc nécessaire à l'adoption de nouveaux produits santé sur le client. Alors, également le développement de l'écosystème des services financiers et numériques. Donc, à ce niveau, nous travaillons donc sur le développement de l'écosystème à travers l'extension, par exemple, du réseau d'argent, le déploiement d'infrastructures, donc, et cela donc en partenariat donc, avec, j'allais dire, les entreprises au niveau national que voilà, les agences gouvernementales. Donc, nos instruments stratégiques sont centrés sur le client, basés donc sur les données des utilisateurs et les recherches. Donc, bien sûr, nous mettons en priorité l'engagement des parties prenantes et nous fournissons beaucoup d'expertise technique, de conseils, de formation et tout cela en travaillant à une réduction des risques des instruments financiers donc, que nous mettons à disposition donc, de nos partenaires et des populations laissées pour compte. Donc, au Niger, l'objectif, bien sûr, pour les économies numériques inclusives, c'est d'accélérer la transition du Niger vers une économie numérique inclusive. Donc, partant des acquis réalisés dans la matière d'inclusion financière et numérique au cours de la dernière décennie, en reconnaissant le potentiel de la transformation numérique pour promouvoir, pour avoir donc un impact beaucoup plus sur les vies des populations. UNCDF donc veut accélérer la transition du Niger vers une économie numérique. Alors, à ce niveau, donc, c'est en étroite, je vais dire, c'est corrélé à ce que je venais de dire. Donc, nous travaillons donc sur un engagement et le développement de partenariats donc, avec les décideurs, les régulateurs, le secteur privé et toutes les autres parties prenantes donc, du développement pour contribuer à développer des politiques, des infrastructures, des outils et services qui garantissent à tous les Nigériens et surtout les plus vulnérables, donc l'accès et l'utilisation accrue à des services financiers numériques qui créent de l'emploi et permettent donc de mener une vie plus productive, saine. Quelques-uns des partenaires avec lesquels nous travaillons actuellement au Niger, c'est bien sûr le gouvernement du Niger. Nous travaillons avec la stratégie nationale, des agences comme l'ANSI, le PNUD qui est la maison mère. Nous travaillons par exemple avec les telcos, nous travaillons aussi avec les SFD. Alors, pendant très longtemps, nous avons été partenaires donc, de l'association professionnelle donc, des services financiers décentralisés. Travaillons avec également d'autres agences de développement donc, comme l'ENABEL, AX, l'agence de développement italienne, ou la SNV encore. Donc, ça, c'est quelques-uns des partenaires donc, avec lesquels donc, nous travaillons déjà ou nous sommes en cours de discussion donc, au Niger. Alors, je vais passer donc la parole à Mamadou, donc pour nous amener, donc je vais dire, sur des instruments très techniques, ce que nous pourrons appeler ici donc notre Continuum Investment. Donc, Mamadou. Merci, Olivier. Donc, nous allons inviter Mamadou à pouvoir nous présenter la partie Investment, mais je vois déjà des mains levées. Alors, je demanderai à tous ceux qui veulent poser des questions de pouvoir écrire en commentaire ces questions-là et les envoyer par message au fur et à mesure que la présentation se déroule. Mamadou, à toi la parole maintenant. Merci. Merci beaucoup, Pis. Merci aussi, Olivier. Comme mentionné par Olivier précédemment, UNCDF est une agence hybride, à la fois agence de développement, à la fois agence de financement. Pour ce qui concerne, en fait, ce que nous appelons le continuum d'investissement pour les petites et moyennes entreprises et pour les fournisseurs de financement, c'est-à-dire, entre guillemets, les institutions de microfinance, UNCDF essaie d'accompagner la PME et la très petite moyenne entreprise à travers les différents stages de développement. Donc, au niveau du démarrage, nous avons une panoplie de produits, principalement tout ce qui concerne les supports techniques de nos programmes. Olivier a mentionné tout de suite tout ce qui est appui à la digitalisation, appui à l'inclusion financière. Et on a aussi des subventions que nous donnons à ces petites et moyennes entreprises.
Après, quand l'entreprise atteint un niveau qui est un niveau d'amorçage, il est possible pour UNCDF d'octroyer à travers une facilité que nous appelons une facilité Bridge, qui est une facilité au sein même de UNCDF, où nous faisons des prêts et des garanties. La particularité, on se prononcera plus en longueur sur ces éléments-là, c'est qu'on essaie de combler ce qu'on appelle le missing middle, c'est-à-dire des entreprises qui ont bénéficié de subventions ou bien qui ont fait un programme de parcours par rapport à... je pense que la présentation est partie. Désolé, une minute. Oh, ouais, voilà, c'est bon. Voilà, donc des entreprises qui ont déjà bénéficié d'un appui spécifique. Olivier? Oui, tu me suis, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. OK. Et donc, Olivier, si tu peux revenir sur la présentation. Sur le précédent slide. OK. Ouais, sur la slide toujours. Voilà. Donc, c'est ce qui concerne la facilité Bridge. Maintenant, quand l'entreprise atteint ce qu'on appelle la phase de croissance et d'expansion, nous avons une facilité qui est hors balance sheet, c'est-à-dire qui n'est pas dans notre bilan, c'est-à-dire qu'on a développé avec un gestionnaire de fonds nommé Bamboo Capital Partner, qui a créé un fonds au niveau de Luxembourg, où un fonds de 250 millions de dollars. Actuellement, 50 millions, 100 millions de dollars sont disponibles, avec aussi une assistance technique disponible de 10 millions de dollars, qui va servir un peu à suivre cette entreprise-là qui s'est un peu développée, qui a des besoins beaucoup plus importants et qui ne peut pas être couvert directement par UNCDF. Et dans ce cadre-là, on va l'envoyer à notre fonds d'investissement qui est dénommé BUILD. Et l'idée pour nous, c'est après ce fonds d'investissement, on pourra amener cette PME-là au niveau maintenant des banques commerciales ou bien des banques de développement. Donc, quand vous regardez, c'est juste pour être sûr qu'une PME qui n'a pas accès au financement parce que tout simplement, elle est dans une situation où elle n'a pas cette garantie ou bien une certaine difficulté, c'est UNCDF essaie d'avoir des produits spécifiques qui vont permettre à cette entreprise-là d'avoir accès au capital. Olivier, si tu peux revenir sur le slide, s'il te plaît. Olivier? Et une minute, s'il te plaît. C'est bon? Voilà. C'est bon, on peut aller sur le slide prochain. Merci. Voilà. Donc, sur ce qu'on va appeler les principes d'investissement. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est que nos interventions doivent être alignées par rapport au cadre stratégique et aux objectifs programmatiques de l'UNCDF. Donc, Olivier a précisé, dans chaque pays d'intervention, UNCDF a des programmes. Donc, les programmes sont spécifiques. Ça peut être une digitalisation, ça peut être des programmes pour, par exemple, l'accroissement de la production alimentaire et l'inclusion de la digitalisation, etc. Donc, ça doit être complètement aligné. Donc, on n'ira pas financer une PME dont la réalisation de ces objectifs ne rentre pas dans nos objectifs programmatiques. L'autre point aussi, c'est que on évite au maximum de faire ce qu'on appelle la distorsion du marché. Donc, autant nous sommes conscients que ces entreprises PME-là qui font le passage de PME qui ont besoin de subventions et qui maintenant peuvent prendre des prêts parce que tout simplement le business model les permet de faire des remboursements. On essaie de faire des prêts concessionnels. Mais l'idée, c'est qu'on essaie de faire une concessionnalité minimale. Pourquoi? Pour éviter qu'il y ait une distorsion du marché. Donc, le prêt, le taux d'intérêt du prêt sera beaucoup plus bas que le taux du marché, mais on évite d'être extrêmement bas pour éviter que ça ne joue sur la concurrence.
Également aussi, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'on veut que notre contribution puisse permettre le développement du marché. Si c'est par exemple, on veut éviter toutes les questions de monopole, donc même si on va sur une entreprise A, on n'a pas pour vocation d'en faire une entreprise qui aura le monopole. Nous, notre idée, c'est vraiment de nous assurer que le produit en question est un produit qui est disponible, c'est de nous assurer que les objectifs spécifiques qui sont là, si c'est par exemple dans le cadre de l'énergie renouvelable, que l'accès à l'énergie soit facilité, mais on n'a pas une vocation à créer des monopoles de fait. Au contraire, ce qu'on essaie de faire, c'est de nous assurer que le marché est ouvert et qu'il y a sur la gamme assez de compétition. Parce que n'oubliez pas, et je rappelle toujours, et ça c'est l'élément important à prendre en compte, nous ne sommes pas une agence de financement, nous sommes une agence hybride, développement et financement. Maintenant, le dernier point qu'il faut noter ici, c'est le point qui concerne un peu l'additionnalité. Ce que nous voulons faire aujourd'hui, on veut travailler avec, quand on parle de faire des prêts, etc., on va faire des prêts pour des prêts. Si aujourd'hui on a une entreprise, une PME qui a accès aux prêts au niveau des banques et à des conditions favorables, nous n'avons aucun intérêt à vouloir à l'accompagner directement. Pourquoi? Parce que notre idée, il faut qu'on puisse voir l'additionnalité. Sauf si je dis bien sauf si les conditions des prêts au niveau des banques sont des conditions qui ne sont pas assez favorables. Je donne un exemple. Par exemple, la banque peut-être que la PME a accès au financement, mais la banque a demandé des garanties assez élevées ou bien à donner un taux qui n'est pas intéressant ou à donner un produit qui ne convient pas à la PME. Je parle par exemple très simple. Une PME qui travaille sur un marché qui a besoin d'un prêt de 3 ans avec 1 an ou 2 ans différés. Le banquier classique, souvent, il arrive qu'il dise vous voulez le prêt sur 3 ans, je vous le donne et à partir du mois prochain, vous commencez à me payer chaque mois. Donc, ce n'est pas bien orienté par rapport à ces besoins. Là, il y a quand même l'additionnalité. En ce moment, nous, on peut toujours quand même venir accompagner pour le faire. L'autre point aussi, c'est qu'on veut vraiment faire de l'effet de levier. C'est-à-dire, si nous voulons venir, nous pouvons venir en tant qu'avec un prêt subordonné pour permettre à une banque locale de travailler. C'est intéressant pour nous. Si on peut donner une garantie et permettre à une banque locale de travailler, c'est intéressant pour nous. Si on peut faire du cofinancement avec une banque locale aussi, c'est important. In fine, ce qui est important, c'est que notre mandat, c'est vraiment de nous assurer que nous pouvons débloquer le capital, qu'il soit privé ou public. Voilà un peu les orientations classiques que nous avons par rapport à nos principes d'investissement. Merci Olivier, à toi la parole. Merci Mamadou. Alors, donc, je vais continuer directement sur les prochains slides. C'est bon, Pis, on peut continuer? Oui, on va donc continuer, Olivier, sur la suite de la présentation avant d'entamer la partie questions et réponses. Mais déjà, il y a quelques questions qui arrivent par message, donc on les recense aussi. OK, il n'y a pas de souci. On prendra les questions et on va les adresser à la fin. Alors, donc, peut-être à la suite donc, de la présentation de Mamadou, donc, les entreprises ciblées, c'est ici, toute entreprise dotée de modèles, j'allais dire, commerciaux, fondés sur la technologie et le numérique, et dans les 3 secteurs suivants, donc, sont parmi les cibles, donc l'inclusion financière et l'innovation numérique, les chaînes de valeur agricoles, l'économie verte et l'énergie propre. Alors, les prestataires de services financiers, donc les entreprises, ici on parle par exemple des SFD, on parle des institutions financières, bancaires ou non bancaires. Donc, institutions financières non bancaires, tout simplement, tout de suite on pensera par exemple aux telcos qui sont dans par exemple l'activité de monnaie électronique, ou aux fintech, bien sûr, donc qui interviennent, bien sûr, dans ce secteur-là. Les petites et moyennes entreprises qui peuvent tirer parti de l'utilisation de la technologie pour améliorer l'efficacité
la performance organisationnelle, la portée de la clientèle dans les secteurs de la finance, de l'économie verte, de l'agriculture. Donc, toutes ces structures, et conformément donc bien sûr à l'appel qui avait déjà été, l'appel à manifestation d'intérêt qui avait été publié, sont dans les cibles. Donc, ici, donc, on parle donc d'investissement impact et l'impact recherché, c'est sur les femmes, les jeunes, les petites et moyennes entreprises, les migrants, les réfugiés. Donc, je crois que c'est un peu plus clair. Alors, le slide suivant. Quelles sont les opportunités en lien avec cette manifestation, cet appel à manifestation à intérêt? On parle de prêts concessionnels, comme l'expliquait tantôt Mamadou, et donc de garantie, de bridge facility, donc sur le propre bilan de l'UNCDF. Donc, il s'agit d'investissements en prêts garantis dans la fourchette de 100 000 à 1 million de dollars, disponibles dans la monnaie locale. Donc, le prêt est bien sûr offert à des conditions concessionnelles, y compris le taux d'intérêt, la durée, les exigences de garantie. Mais on parle aussi de prêts semi-commerciaux, d'investissements en fonds propres par l'intermédiaire donc de fonds partenaires, que nous appelons ici fonds build. Donc, ce sont des investissements en fonds propres et en prêts compris entre 250 000 et 2 500 000 $. Donc, disponibles également en monnaie locale. Donc, comment être partenaire avec l'UNCDF? Donc, cet appel à manifestation d'intérêt a été lancé afin de créer donc une base de projets auxquels trouver des partenaires d'investissement donc au Niger. La candidature se fait en ligne via le portail donc de l'UNCDF donc pour la sélection de prospects potentiels autour des données sur l'organisation bien sûr de l'entreprise, des données financières et sur le financement demandé. Les critères seront qu'on aura besoin, par exemple, l'entreprise aura besoin d'être une entité juridique officiellement enregistrée au Niger. L'entreprise devra fournir ou présenter un produit ou un service basé ou qui va tirer profit donc de la technologie et du numérique donc pour adresser les populations. L'entreprise doit opérer donc dans les secteurs ciblés qui ont été donc décrits un peu plus haut. L'entreprise doit avoir au moins un an d'état financier audité, sinon être en train, voilà, au moins avoir entamé la procédure d'audit de ces états financiers. Donc, les critères de présélection donc, seront basés donc, sur le profil, l'expérience et l'équipe que l'entreprise aura présenté pour dérouler le projet, l'impact social, donc bien sûr, du projet, le degré d'innovation et l'impact sur les objectifs de développement durable. Alors, quelques aperçus donc, sur le portail. Donc, vous avez le lien d'accès à l'application dans la plupart des documents donc, que nous avons publiés, mais on peut les retransmettre pour ceux qui en ont besoin. C'est ce que vous voyez sur mon écran là. Donc, il y aura donc bien sûr des questions de présélection donc, pour vérifier l'éligibilité. Donc, pour ceux qui ont déjà essayé, ils ont déjà sûrement vu ces questions de présélection. Et ensuite, la candidature principale donc, pour les candidats donc, qui seront présélectionnés. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un appel à manifestation d'intérêt qui est trimestriel, c'est-à-dire que nous aurons des itérations chaque trimestre avec donc la possibilité donc, aux entreprises donc, chaque trimestre donc, de pouvoir soumettre donc, leur projet et dans le cas donc, de cet appel à manifestation d'intérêt. Donc, la première vague sera clôturée le 30 septembre. Donc, le 30 septembre, donc, nous allons arrêter donc, la première vague, traiter donc, les différents dossiers et projets reçus. Et au même moment, j'allais dire en même temps, nous allons réouvrir pour une prochaine vague donc, de projets qui ira jusqu'au 18 décembre. Puis, au 18 décembre, nous clôturons, nous traitons donc les projets reçus jusqu'au 18 décembre et nous réouvrons en fait donc pour recevoir des projets jusqu'au 12 mars. Donc, il faut comprendre donc que c'est trimestriel et c'est sur ce fonctionnement que voilà, ça va marcher. Donc, et la dernière itération va jusqu'au 11 juin 2023. Donc, c'est pratiquement sur une année, sauf que nous recevons donc les projets de façon trimestrielle et nous prenons environ 6 mois donc, pour traiter donc, toutes ces candidatures à partir, bien sûr, de l'ouverture, à partir de l'ouverture, donc pour traiter toutes ces candidatures,
passer de la phase de présélection, de sélection, de discussion avec donc, les différents candidats. Le processus, un peu, j'avais commencé à l'expliquer. Donc, comment cela va se passer? Donc, nous avons déjà fait lancer l'appel à candidature. C'était la première action. Les entreprises intéressées, donc, qui sont probablement sur ce webinaire, donc, postulent via la plateforme en ligne. Alors, l'éligibilité des candidats est déterminée par l'évaluation des critères minimums. Une équipe d'évaluation du UNCDF effectue une présélection conformément aux critères. La présélection comprendra donc l'examen d'un ou de plusieurs instruments financiers appropriés. Alors, l'équipe d'évaluation contacte les organisations présélectionnées et demande des informations supplémentaires si nécessaire. Ça, c'est la phase de préévaluation. Nous passons maintenant à une phase de due diligence où l'équipe d'évaluation va procéder à l'évaluation financière, à la diligence raisonnable, compris l'évaluation de la solvabilité des entités les mieux notées et sélectionne finalement des entités qualifiées. Donc, ça peut nécessiter, j'allais dire, des actions de terrain, des missions auprès des entreprises qui seront présélectionnées. Donc, ensuite, l'UNCDF, bien sûr, les entités qualifiées négocient les termes de contrat. Maintenant, nous passons à la phase d'approbation. Donc, il y a un comité d'investissement d'impact de l'UNCDF qui approuve les entités qualifiées ou les rejette, donc bien sûr. Et l'UNCDF notifie finalement l'approbation des entités qualifiées. Et les deux parties, donc à savoir l'UNCDF et les différentes entités en question, négocient un accord de prêt et ou de garantie. Donc, les décaissements sont effectués conformément à un tableau d'amortissement et le suivi des investissements se fera sur la base d'indicateurs financiers et d'impact. Donc, d'impact, comme vous le savez, ça peut être social, écologique, environnemental. Et bien sûr, on a la phase bien sûr de clôture. L'investissement est clôturé et évalué suivant des indicateurs financiers et d'impact. Donc, j'insiste sur cet aspect et d'impact parce que, comme vous savez, les structures de financement, j'allais dire conventionnelles ou traditionnelles, se basent sur des indicateurs principalement financiers. Mais là, ici, on parle d'indicateurs d'impact, parce que ici, on parle d'une agence des Nations Unies et c'est un investissement à impact qui est ciblé ici. Alors, les prochaines étapes. En remplissant le formulaire sur la plateforme d'e-investissement, c'est-à-dire que le lien qui vous est fourni, donc c'est la première phase, c'est la première étape pour toute structure qui est intéressée par cet appel à manifestation d'intérêt. Remplir bien sûr en premier lieu le formulaire de vérification d'éligibilité et c'est un formulaire très court. Et si dès cette étape, vous n'êtes pas éligible, donc le système vous reprendra pour vous notifier que voilà, les premiers critères que vous avez renseignés ne vous permettent pas d'être éligible. Et si vous êtes éligible, donc vous pourrez remplir le formulaire de demande principale. L'option de remplissage apparaîtra sur la page de demande si vous remplissez les conditions du formulaire de sélection d'éligibilité. Alors, les liens sont là. Les liens, on pourra encore les copier dans les messages. Et là, comme je le disais tantôt, la date de clôture de cette première phase de réception des candidatures est pour le 30 septembre 2022. Et je crois que c'est par ce slide que nous passons aux questions et aux réponses. Peace. Merci Olivier pour cette présentation claire. Merci également à Mamadou. Nous allons donc demander maintenant aux participants qui ont des questions de lever la main. Cliquez juste sur l'icône lever la main que vous voyez en dessous de votre écran pour que nous puissions savoir combien de personnes posent les questions. Mais avant cela, nous avons recensé 4 ou 5 questions dans les discussions que je vais partager à l'écran et les réponses vous seront données instantanément. Olivier, Mamadou ou Cheikh, vous êtes libre de répondre. Non, ok, merci. Je peux répondre rapidement. Pour la première question de M. Salifou, je pense qu'Olivier a déjà donné la précision dans les slides en précisant les secteurs que nous visons, à la fois l'économie numérique, l'énergie renouvelable et les chaînes de valeur alimentaire. Donc, il a été assez précis là-dessus.
Pour ce qui concerne maintenant le rôle de l'institution de microfinance dans le processus, ici, il faut comprendre on utilise deux types. Soit on travaille avec les PME et les TPE directement en leur donnant des prêts et des garanties, ou il arrive aussi que parce qu'on veut toucher une cible beaucoup plus petite, qu'on passe par une microfinance en augmentant le montant, etc. Donc là, on fait l'évaluation de la microfinance de façon classique, comme si on donnait une ligne de crédit. Et bien entendu, il est clair qu'il y aura une convention de prêt, si c'est un prêt que nous avons donné, une convention de garantie, c'est une garantie que nous donnons. Également aussi, dépendant du programme, et ça Olivier pourra préciser, il peut aussi avoir que nous utilisons de l'assistance technique parce que c'est un programme en cours au niveau du pays où à la fois, pendant qu'on fait le prêt à la microfinance, il y a également aussi un travail qui se fait. Par exemple, ça peut être l'appui pour la création d'un wallet ou bien ça peut être l'appui pour l'amélioration du système de monitoring de ces crédits, etc. Donc, c'est une panoplie et même l'évaluation peut nous orienter sur quel type de support additionnel et non lié au prêt que nous pouvons apporter. Et selon les programmes et les besoins, on peut le faire. Maintenant, l'autre question, toujours de M. Ayouba, c'est que est-ce que les institutions de microfinance doivent s'allier obligatoirement sur les conditions arrêtées par UNCDF? Ici, il faut dire que nous on fait pas ce qu'on appelle l'encadrement du crédit. En réalité, on espère que, in fine, parce que nos ressources sont assez compétitives par rapport aux ressources locales, on espère que ça aura un impact sur le taux de sortie. Mais on s'entend pas, on ne viendra pas dire à la microfinance, bon, on vous donne un X, vous devez donner à la PME à Y. Je crois que les taux d'intérêt sont bien encadrés dans la zone UEMOA. Il y a les taux par rapport aux microfinances, les taux par rapport aux banques. Maintenant, nous, ce que nous voulons faire aujourd'hui, c'est que nos lignes permettent d'aller sur quand même, quoi qu'on dise, sur des couches bien définies. Je ne dis pas, je parle comme ça de façon... je donne un exemple. Si avec une microfinance, elle estime qu'elle veut travailler avec, disons, une population vulnérable qui a des difficultés d'avoir accès aux prêts et la microfinance, et nous, on pense à le faire. Ça peut être une opportunité pour nous d'utiliser Bridge, qui a des ressources beaucoup plus concessionnelles pour y aller. Mais on n'encadre pas le taux. Pendant l'évaluation, on regardera les taux, etc. Mais on ne fait pas une fixation sur le taux de sortie en disant vous devez faire des taux concessionnels. Ce sera des taux du marché et je vous ramène aux points sur lesquels on a insisté en parlant on ne fait pas de distorsion du marché. Merci. Mamadou. Donc, Olivier, nous te passons la parole pour la question suivante. La question suivante, quel rôle doivent jouer les institutions de microfinance dans le processus? Oui, je crois qu'en fait, Mamadou a répondu à la question. Donc, c'est exactement à cela que Mamadou répondait. Donc, il y a, comme il dit, nous n'allons pas jouer donc, sur une distorsion du marché. Nous ne fixons pas de taux prédéfinis, mais je crois que tout cela fera l'objet donc de... Comment? Tout cela fera donc l'objet d'échanges. En fait, j'ai l'impression d'avoir un écho. J'espère qu'on m'entend très bien. Donc, avec donc, les différents partenaires. Donc, Mamadou a très bien répondu à cette question-là. Alors, je vois une question. Pourrez-vous revenir donc, sur le processus d'accompagnement? Alors, sur le processus d'accompagnement, ce que je disais, c'est typiquement, en fait, pour la documentation. Avant cette question, peut-on avoir la documentation à l'adresse? Alors, puis, on note l'adresse. On pourra vous envoyer les différents mails sur l'appel à candidature, les différents documents d'appel qui sont disponibles là-dedans. J'aimerais simplement compléter la première question, exactement comme le disait Mamadou. Alors, nous ne nous limitons pas exclusivement. Bien sûr, nous ciblons
les entreprises autour des économies numériques. Mais comme vous savez, dans les secteurs, comme on l'expliquait, l'agriculture, l'agro-business, l'énergie verte, donc tous ces secteurs sont compris pourvu que ces secteurs-là puissent justifier de comment elles pourraient tirer parti du numérique donc pour se développer et pour donc bien sûr atteindre donc les populations laissées pour compte. Donc c'est cette logique qu'il faut avoir. Donc il y a des secteurs, beaucoup de secteurs donc sont précisés donc dans le document comme je l'expliquais, sont les secteurs que je viens de lister. Maintenant, donc, ici, comme vous le savez, donc l'objectif, c'est d'arriver à montrer ou à justifier comment, voilà, on pourrait tirer parti donc, du numérique, des services financiers numériques ou des services financiers de façon générale, donc, pour atteindre, donc, bien sûr, les populations laissées pour compte globalement. Donc, j'espère que ça répond, parce que c'est un complément donc, à la question à la réponse de Mamadou et j'espère que ça répond bien. Donc, la deuxième question, comme je dis, Mamadou a déjà répondu très clairement. Également à la troisième question. Donc, pour les institutions, pour les institutions de microfinance, doivent-elles signer une convention de partenariat? Exactement, tous les partenaires donc, sans exclusion. Tous les partenaires donc, qui auront à bénéficier donc, de cet accompagnement de l'UNCDF, comme je l'expliquais tantôt dans la démarche d'accompagnement, auront à signer donc, bien sûr une convention donc, de partenariat donc, pour bénéficier donc, de ces prêts ou garanties. Donc, c'est une étape du processus. Je vois également quelqu'un qui demande si on peut revenir sur le processus. Je vais revenir rapidement. Je pense que ça va donner quelques réponses donc, aux personnes là. Une minute. Donc, je reviens rapidement donc, sur le processus pour donner rapidement. Donc, je dis donc la première étape, c'est que l'UNCDF a lancé l'appel à candidature et c'est déjà fait. Donc, l'appel est ouvert. Maintenant, les entreprises intéressées vont sur le lien que nous avons déjà fourni sur notre plateforme que nous appelons Apply. Donc, pour postuler. Et donc, ils y vont. Donc, il y a une première interface donc, qui évalue donc, les critères minimums d'éligibilité. Donc, quand vous allez sur cette interface, la plateforme vous dira dès les premières étapes si vous êtes éligible ou pas. Maintenant, une fois que vous êtes éligible, vous passez maintenant à l'application principale, si on peut le dire comme ça, où vous soumettez donc votre application avec beaucoup d'informations qui sont demandées donc, sur votre structure. Puis, il y a une phase de pré-évaluation où UNCDF, avec une équipe d'évaluation, va contacter, si nécessaire, donc les organisations présélectionnées et demander des informations supplémentaires si nécessaire. Donc, ce n'est pas obligatoire, mais si nécessaire. Donc, c'est pour dire que même si on ne vous contacte pas pour demander des informations, si vous êtes arrivé à cette étape, ça ne veut pas dire déjà que voilà, votre application n'est pas retenue. Dans tous les cas, vous serez notifié. Ensuite, il y a une phase de due diligence, comme je le dis, où l'équipe d'évaluation va procéder donc, à une évaluation financière, une diligence raisonnable, compris l'évaluation de la solvabilité donc, des entités, les mieux notées. Et à partir de là, nous allons sélectionner des entités qualifiées. Et donc, ça également, c'est une phase. Et à partir de là, bien sûr, nous allons également commencer donc, des discussions, des négociations de termes de contrat avec ces entités qualifiées. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'également, il y a ce que nous appelons notre comité d'investissement d'impact. Donc, qui approuve ou qui rejette, bien sûr, les entités qui ont été jugées qualifiées donc, par l'équipe d'évaluation. Donc, et c'est après donc, cette dernière étape-là, donc, bien sûr, l'accord de prêt, donc, l'accord de prêt est signé. Donc, il y a une personne qui demandait si une convention doit être signée. Effectivement, c'est à ce niveau-là donc, que la convention ou l'accord de prêt et ou de garantie est signé donc, avec l'entité ou les entités donc, qui auront été retenues définitivement. Bien sûr, l'exécution se fera progressivement suivant des décaissements qui sont effectués conformément à un tableau d'amortissement. Et puis, la phase d'implémentation est suivie. Donc, des indicateurs seront définis et pour le suivi. Donc, des indicateurs, comme je disais, financiers d'impact donc, seront définis donc, pour le suivi. Ensuite, donc, nous passerons donc à la phase de clôture du projet. J'espère que ça répond très bien à la question donc, de cette personne qui demandait à ce qu'on revienne donc, sur la procédure.
Alors, bonsoir, merci pour cet exposé. Est-ce que UNCDF peut subventionner les coûts des services de mobile money vu que le coût est l'un des freins du développement? Alors, subventionner les coûts de les coûts de service du mobile money. Là, très bonne question. La question à ce niveau, cela dépendra de comment, je vais dire, le projet est présenté. Alors, il faut comprendre donc que si c'est l'institution, j'allais dire une institution financière, peut présenter le projet et justifier comment, par exemple, clairement ici, il faut que je dise que ce n'est pas vraiment une subvention, hein, parce que je vois subventionner. Le terme subventionné ici, ce n'est vraiment pas une subvention. Parallèlement, UNCDF a des projets où nous subventionnons des entités, où nous subventionnons même des entités, où nous subventionnons les coûts de service. Hein. Nous l'avons fait avec des services financiers décentralisés. Mais dans le cadre donc, de cet appel à manifestation d'intérêt, il est clairement question de prêt et de garantie. Donc, ce n'est pas une subvention. Alors, par contre, ce que je dis, qu'une institution financière fasse une proposition de projet dans lequel elle souhaite, grâce à ce prêt ou à cet apport, je vais dire, en garantie, travailler à amortir ou à réduire ses frais de service. À ce niveau, bien sûr, c'est un projet qui peut être adressé. Mais là, comme je le dis ici, il s'agit d'un appel à manifestation d'intérêt, donc pour prêt et garantie. Donc, ici, ce n'est pas nos subventions, j'allais dire, ce que nous faisons traditionnellement. Il ne s'agit pas ici d'une subvention, mais de prêt et de garantie donc, que nous ouvrons et que nous mettons à profit donc, des institutions qui pourraient être intéressées. Donc, j'espère que ça répond à la question. Donc, ce n'est pas une subvention. Et alors, donc, si une institution financière souhaite des prêts ou des garanties qui vont lui permettre de desservir des populations laissées pour compte, en travaillant, bien sûr, en contribuant à une réduction à quelque part donc, des coûts et des services. Donc, pour ces services, des services donc, qui seront, j'allais dire, offerts aux populations, oui, bien sûr, elle peut soumettre ce projet donc, qui sera étudié. Mais voilà, ce n'est pas une subvention qui lui sera accordée. Voilà, donc j'espère que ça apporte une plus grande clarté. Pourquoi UNCDF n'accompagne pas les PME en situation d'établissement? Alors, je crois que dans l'appel à manifestation d'intérêt, alors, quand vous dites en situation d'établissement, vous voulez dire qu'ils sont en train de se constituer. Alors, de ce que je sais, et je crois que pour cet appel à manifestation d'intérêt, si l'entreprise arrive à justifier qu'elle est en train de se constituer, donc bien sûr, je pense que, c'est-à-dire pouvoir justifier des documents qui montrent qu'elle est dans la procédure donc d'enregistrement de son entreprise, elle pourra postuler. C'est précisé dans l'appel à manifestation d'intérêt. Donc, le document d'appel à manifestation d'intérêt est assez complet. Dans ce document, nous avons, voilà, cette ouverture est laissée. Donc, il faut le noter. Donc, si vous n'êtes pas totalement enregistré, mais que vous êtes dans la démarche, voilà, à ce niveau, donc, bien sûr, vous pourrez être une cible donc, de cet appel manifestation d'intérêt. Et j'espère que ça répond également à la question de M. Sani. OK, la documentation, j'ai vu monsieur Ayouba, la documentation, comme je l'ai dit, hein, après, ou je ne sais pas, piste, on pourra recenser les personnes qui sont sur cet appel. On va vous envoyer tous les liens, toute la documentation détaillée sur l'appel, avec tous les critères, avec tous les liens, donc ce sera fait. Donc, rassurez-vous, OK, vous avez mis votre email, ce sera partagé. Donc, ces documents étaient déjà en ligne, mais nous allons bien sûr les retélécharger pour vous les renvoyer par email. Alors, merci Oui. Olivier. On va également essayer de partager avec l'ensemble des participants un question and answers. Il y a des questions qui sont fréquemment posées, qui n'ont peut-être pas été posées dans cet échange, et puis il y a celles qui ont été posées dans l'échange. Il y aura un document qui va vous présenter un peu des questions auxquelles vous serez confrontés et les réponses qui y vont. Il figurera également sur le site de l'appel à candidature pour le Niger, mais il vous sera partagé individuellement par mail. Merci. Oui.
Alors, je vois une dernière question de M. Mahamoud. Effectivement, c'est effectivement un point très intéressant. Je pense qu'il est quand même soumis à réflexion donc, au sein, bien sûr, de l'UNCDF. C'est un point, ça fait partie effectivement des critères. Je suis d'accord avec vous que voilà, ça, c'est quand même assez élevé. Alors, il faut noter donc que c'est la première fois donc que cet appel est ouvert de façon globale au Niger. Alors, donc, les candidatures seront reçues et ce que je peux noter, c'est que, alors, les critères donc pourraient Peut-être, évoluer. Olivier, peut-être, Oui. Olivier, si je peux peut-être donner plus d'informations, de précisions par rapport à ça. Quand on a présenté l'investment continuum, ce n'est pas pour rien que il est prévu à la fois que l'appui se fasse au PME ou que l'appui se fasse à l'institution de microfinance. Il faut bien comprendre le positionnement de chaque produit. Bridge, vous avez vu les montants qui sont recherchés en termes de financement. On parle de 100 000 $ annuels. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de tout type de PME. Il faut qu'on soit assez précis là-dessus parce que l'intervention, c'est quoi? C'est de donner le produit qu'il faut à la PME qui en a le besoin. Aujourd'hui, si une PME a une taille elle est très petite, extrêmement petite, pour nous, en tant qu'UNCDF, notre intervention doit se faire à travers une microfinance. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous parlez d'une PME qui a des fonds propres qui sont, disons, de 10 000 $ ou de 5 000 $, c'est-à-dire 1 million, 2 millions de francs CFA, etc. Pour nous, et qui a des besoins de 3 millions, 4 millions de francs CFA, pour nous, c'est plus facile pour nous de travailler à travers une microfinance pour que la microfinance fasse son travail. Ce qu'on essaie de résoudre, nous, aujourd'hui, là, de façon spécifique, avec les différents produits, c'est la PME qui a fait ce parcours-là, qui n'est plus au stade de 2 millions, 3 millions, qui a un stade où elle a besoin de 100 000 $, 200 000 $, c'est-à-dire 100 millions, 200 millions, parce qu'elle a des commandes beaucoup plus grandes, mais elle n'a peut-être pas les garanties nécessaires pour que les banques l'accompagnent. Elle a besoin d'un certain niveau de financement où il n'y a personne pour le faire. C'est là où Bridge vient en direct. Donc, ces conditions-là, quand vous les regardez, ça fait plus ou moins un peu de sens. On comprend qu'on n'a pas tous les produits pour toutes les PME. Après aussi, c'est pas comme si on vient pour faire tout, pour tout résoudre, mais on essaie d'être assez ciblé. Maintenant, l'autre point qu'il faut noter, c'est qu'au-delà de ça, pour cet appel à projet, c'est très clair, c'est sur les prêts et les garanties, à la fois sur Bridge, à la fois sur Build. Maintenant, il savait que pour certains programmes, Olivier l'a mentionné, qu'on travaille directement avec la PME et en ce moment, on a une certaine flexibilité en termes de subventions, en termes de montants. Mais pour le suivi, et c'est là où je reviens par rapport aussi au nombre d'années d'existence, on peut faire les startups, mais idéalement, ce qui permet de cocher les cases, c'est qu'avoir une année d'existence, une année d'état financier donne beaucoup plus de confort. Parce que, encore une fois, je rappelle, l'idée aujourd'hui, c'est quoi? C'est de pouvoir, ce n'est pas toutes les PME qui sont éligibles à avoir des prêts et des garanties. C'est une catégorie de PME qui, aujourd'hui, après avoir passé un stade de maturité, doivent aller à l'échelle supérieure, mais sont confrontés à des difficultés spécifiques du système bancaire, du système financier, en termes de financement. C'est là où nous essayons de dire, nous mettons un produit, et l'idée pour nous en tant qu'étudiants, c'est de dire, voilà, cette PME-là, elle a le potentiel, on l'accompagne, on la fait grandir, on montre aux banques que cette PME maintenant peut passer au stade de prêt et on la met dans le système formel en bonne et due forme. C'est ce continuum d'investissement-là, il est important de le comprendre. Donc, Bridge, on ne fera pas de Bridge pour des prêts de 10 millions, c'est-à-dire 10 millions, 5 millions, ça va être difficile parce que ce n'est pas ce qui est retenu. Voilà, donc il faut vraiment qu'on ait cette précision de taille pour qu'on comprenne un peu les enjeux, quel type de PME on cherche
Et puis, à quel niveau, si on ne peut pas, pourquoi on va aller avec des microfinances. Les microfinances, on pourra aller sur des PME beaucoup plus basses, parce qu'in fine, c'est de dire, il y a des microfinances, il y a des PME qu'on ne peut pas travailler avec elles, mais on va passer par une institution de microfinance pour faire le financement. Merci beaucoup. C'était vraiment très riche. Donc, et effectivement, donc, je pense que ça donne beaucoup plus de clarté aux différents participants. Et j'ai même vu, donc, je pense que la PFCFD ou la PBF, je ne sais pas, qui posait des questions. Donc, c'est vraiment très intéressant. Effectivement, quand vous regardez, donc, la fourchette commence, je crois, à $100 000. 100 000, donc on est à 60, donc un peu plus de 60 millions. Donc, c'est à partir de là, donc, la fourchette commence. Donc, ça donne une idée au moins également donc, du type d'accompagnement. Donc, si vous cherchez des accompagnements de moins que cela, déjà, vous êtes en deçà donc, de notre grille. Donc, il faut déjà que, voilà, c'est pourquoi je dis, j'invite vraiment tous les participants à s'approprier le document d'appel à manifestation d'intérêt qui est assez clair. Et c'est vraiment notre exposé de cet après-midi, c'était vraiment autour de ce document-là. Et la plupart des questions y étaient déjà. Donc, à travers ce document, vous aurez principalement les réponses donc, à la plupart des questions qui ont été posées, plus de clarté. Donc, je crois que PIS, on a essayé de répondre à toutes les questions. Je vois une dernière question. Pourquoi UNCDF? Pouvez-vous clarifier pourquoi l'accompagnement de l'UNCDF est exclusif à celui d'autres institutions financières comme les banques? Je n'ai pas très bien compris la question. Peut-être, Mamadou, tu as compris la question, c'est ce qu'il veut dire, je vais dire à travers sa question. On va demander à la participante ou bien aux participants qui sont en ligne de pouvoir prendre la parole et nous dire oralement sa question. Bon, je pense que peut-être la personne n'est pas connectée à une piste. Donc, je crois que si je ne vois plus d'autres questions. Un spectateur anonyme. Oui, oui, mais je ne vois plus d'autres questions. On a une dernière question en bas qui dit, j'ai une petite question qui n'a peut-être rien à voir avec le thème du webinaire, mais j'aimerais savoir, d'après toutes vos expériences au Niger, quelles sont vos recommandations pour permettre et booster le taux d'inclusion financière? N'y a-t-il pas d'abord des réformes à mener sur le plan réglementaire? Avez-vous de la documentation à partager avec nous sur des études menées par l'UNCDF dans ce sens afin qu'on puisse s'en inspirer? C'est la dernière question. Merci, Jires. Alors, effectivement, si vous avez suivi notre présentation, on a dit que l'UNCDF intervient à plusieurs niveaux, au niveau des politiques et réglementations, donc au niveau du développement de l'écosystème, donc bien sûr des services financiers. Donc, au niveau des politiques et réglementations, peut-être que l'UNCDF, pour peut-être certains qui le connaissent, donc l'UNCDF a travaillé avec la plupart des régulateurs au niveau national, que ce soit les régulateurs des CFD, la RSM. L'UNCDF est l'un des premiers partenaires donc, de la BCAO. Et à ce niveau, donc, nous travaillons donc, bien sûr sur bien sûr tout ce qui est réglementation dans le cadre donc, des services financiers. Donc, et notre plaidoyer va à l'endroit bien sûr des populations laissées pour compte. Donc, définitivement, si l'UNCDF y travaille, c'est parce que nous sommes convaincus qu'il y a encore quelque chose à faire. Au niveau du gouvernement du Niger, nous sommes un des principaux partenaires de la stratégie nationale de finances inclusives. Alors, côté documentation, beaucoup de documents existent. PIS pourra vous pourrez entrer en contact avec PIS. Il y a pas mal d'études, que ce soit de l'UNCDF ou de la Banque mondiale, et même d'autres partenaires donc, qui existent donc, bien, sur la situation de l'inclusion financière au Niger. Donc, il y a beaucoup de documentation. Parallèlement, il y a des actions en cours, et l'UNCDF donc, a beaucoup d'actions en cours donc, à ce niveau. Nous travaillons, comme je vous le dis, sur le terrain, mais nous travaillons également pour conduire un certain nombre de plaidoyers pour la mise à jour, pour l'amélioration d'un certain nombre donc, de rules, de réglementation, donc, que ce soit au niveau local au Niger, mais si vous connaissez l'environnement des services financiers globalement, vous savez que beaucoup de choses dépendent de la banque centrale régionale et non nationale, donc c'est pourquoi globalement, bon, ce n'est pas l'objet de ce webinaire. Nous vous invitons d'ailleurs, si vous avez du temps, vous pouvez passer dans nos locaux
Alors, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être faites, il y a beaucoup de choses qui sont en cours et nous serons heureux de partager avec vous. Merci. OK, merci Olivier. Merci à tout le monde. Je pense que nous avons fait plus d'1 heure et je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont levé la main. Je vois une personne qui a levé la main. Je pense que c'est depuis longtemps implicite. Oui, je ne sais pas si elle est toujours en ligne. C'est Sani Ate Boevi. Je lui permets quand même de prendre la parole. Si vous êtes en ligne, Sani Ate Boevi, vous pouvez poser votre question. Alors, on ne le voit pas, on ne l'écoute pas. Il y a Abibou Ayouba. Non, je pense que ce sont des mecs qui ont été levés depuis le début. Donc, je pense que certains ont posé parce que leurs questions dans les questions-réponses et je pense qu'on a dû sûrement répondre à leurs questions en tout temps. Donc, ce sont des mecs qui sont levés depuis le début. OK, nous avons eu une bonne session, 1h30. À la suite de ceci, vous allez recevoir dans les jours suivants le questions et réponses, le document questions et réponses qui est déjà élaboré. Il figurera sur le site Internet. On va vous le partager également par mail. Et puis après, nous sommes au bureau de UNCDF Niger. N'hésitez pas si vous pouvez vous y rendre. C'est dans le secteur de la Maison des Nations Unies au Niger. Merci à tous. À Olivier, à Mamadou, à Andrea, merci d'avoir facilité. Merci à tous les participants et à bientôt. Bonne chance surtout. Merci. Merci. Merci à vous tous. Merci. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thanks. Merci. Bye. Merci.